Au milieu du Pacifique, il y a une île qui flotte. Sauf qu'elle n'est pas en terre, elle est en plastique. 150 millions de tonnes de déchets, une surface grande comme 3 fois la France. Et elle grossit. 10 millions de tonnes de nouveaux plastiques tombent dans l'océan chaque année. De la surface jusqu'à la fosse des Mariannes. Des morceaux de la taille d'un grain de sable et d'autres de la taille d'une valise. Les poissons les avalent. Ensuite, on mange les poissons. On a déjà trouvé des microplastiques dans le sang humain et dans les poumons de nourrissons. Mais il y a des gens qui ont décidé de dévorer cette île, littéralement. Ils ont construit un navire qui avale les déchets de l'océan. Et ça marche. Le problème principal, on ne peut pas aspirer l'océan. Sérieusement. Déployer un filet, il ralentit le navire, attrape du poisson, détruit ce qu'on veut sauver. Il faut une autre approche. Et quelqu'un a trouvé. L'idée est simple jusqu'au génie. Laisser l'océan t'apporter les déchets. Le système ressemble à ça. Une immense barrière en U, de 50 à 100 mètres de long, déployée dans l'eau. Le matériau est souple, élastique. Les poissons passent, le plastique non. Le courant pousse l'eau. L'eau emporte le plastique droit dans le piège. Comme un entonnoir. Les gros morceaux, bouteilles, sacs, filets de pêche, sont capturés en premier. Puis les plus petits. Des cloisons spéciales laissent passer l'eau mais retiennent les solides. Simple et élégant. Le navire lui-même est une usine flottante. Plusieurs ponts, chacun avec sa fonction. Sur le pont inférieur, le plastique récolté s'accumule. Au-dessus, la ligne de tri où le matériau est séparé et emballé. Et tout en haut, le centre de commande avec caméra et capteur. Les opérateurs voient tout en temps réel. La vitesse ? De 200 à 500 kg de plastique par heure. Faisons le calcul. 300 kg par heure, ça fait 7 tonnes par jour. 210 tonnes par mois. Plus de 2500 tonnes par an. Un seul système. Un seul. Mais il y a un hic. Le navire ne peut pas transporter des milliers de tonnes. Il coulerait. C'est pourquoi le plastique est stocké dans des conteneurs hermétiques à bord. Conteneur plein, on scelle, direction le port le plus proche, déchargement, retour. Et on recommence. Maintenant, ce qui arrive à ce plastique ensuite. Parce que le jeter dans un four comme ça ne marche pas. Tout ce qu'on sort de l'océan est déjà sale. Algues, bactéries, vases, restes de nourriture. Des mois et des années dans l'eau salée, ça laisse des traces. Première étape, laver et désinfecter. C'est lent et cher. Ensuite, le tri par type. Polyéthylène d'un côté, polypropylène de l'autre, polystyrène à part. Chaque type a son propre cycle de recyclage. Une partie devient des granulés pour de nouveaux produits, une partie du carburant, une partie des matériaux de construction. Mais voilà ce qui compte. Le système attrape précisément les morceaux qui tuent les animaux le plus vite. Les filets de pêche où s'empêtrent les tortues. Les sacs que les dauphins confondent avec des méduses. Le gros plastique se transforme en milliers de fragments dans les estomacs des animaux. Du microplastique dans le poisson dans votre assiette, un cycle de poison. Un seul système ne suffit pas, il en faut des dizaines. La grande plaque de déchets du Pacifique, la Méditerranée, les côtes asiatiques, tous ces endroits appellent à l'aide. Comment ça marche en pratique ? Le système s'installe là où les courants sont forts et réguliers. Il ne court pas après le plastique. Il reste sur place et laisse le courant faire le travail. Économie de carburant et d'énergie. Alimentation par panneaux solaires. Les opérateurs suivent une formation spécialisée. Ils connaissent les courants marins, reconnaissent les types de plastique à vue d'œil,
savent travailler en pleine tempête. Quand la tempête est violente, le système peut être désactivé et déplacé. Un autre casse-tête, distinguer le plastique des autres déchets marins. Au fond, il y a des pierres, des branches, des amas d'algues. Les capteurs analysent la densité, la texture, la couleur. L'intelligence artificielle est entraînée à différencier une bouteille en plastique d'un caillou. Et elle le fait mieux que l'œil humain. Quand le système est plein, le tri manuel commence. Les gens séparent le matériau, retirent les résidus organiques, trient les types de plastique. Un travail minutieux, mais sans lui, le recyclage ne serait pas de qualité. Combien ça coûte? Un système, entre 5 et 20 millions de dollars? Cher? Oui. Mais faites un autre calcul. Combien coûte un océan empoisonné, des animaux morts, du microplastique dans le sang de vos enfants? Et d'un coup, 20 millions, ça semble dérisoire. Actuellement, plusieurs de ces systèmes sont en activité dans le monde. Le plus grand est le système 03, développé par l'organisation The Ocean Cleanup. En 2024, il a extrait 11,5 millions de kilogrammes de plastique. 11,5 millions de l'océan! Mais tant qu'on continue à produire du plastique à usage unique, ces machines sont comme des seaux sous une cascade. La question n'est pas de savoir si la technologie fonctionne. Elle fonctionne. La question est de savoir si elle pourra nous rattraper. Le directeur du projet, quand on lui a demandé si l'océan serait un jour propre, a souri. « Jamais totalement », a-t-il dit. Mais chaque année, avec chaque nouveau système, un peu plus propre. Et c'est tout l'enjeu. Tu as regardé cette vidéo, donc maintenant tu sais aussi. Abonne-toi si tu veux voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand je regarde ce navire avaler des millions de morceaux de plastique, je pense à une seule chose. Pas à la technologie. Au fait que quelqu'un a décidé de ne pas attendre que le problème se règle tout seul et a simplement commencé à le résoudre. Au milieu de l'océan, par tonnes, chaque jour. Ce monstre d'acier flottant pèse 100 000 tonnes et tire son énergie d'un réacteur nucléaire. Comment les soudeurs américains assemblent-ils le plus grand navire de guerre de la planète? Découvrez-le dans notre émission d'aujourd'hui. Je me tiens sur un pont dont la longueur dépasse 300 mètres et cette construction évoque l'édification d'une ville verticale qu'on aurait ensuite simplement couchée sur l'eau. Chaque élément se mesure ici en hectares d'acier et la longueur totale des soudures pourrait faire le tour du globe plusieurs fois. Aujourd'hui, nous suivrons le parcours depuis la première plaque d'acier jusqu'à la mise à l'eau finale de ce titan. Nous nous trouvons dans un chantier naval de Virginie. C'est le seul endroit capable de construire quelque chose d'aussi massif. Le navire Gerald Ford représente un véritable défi d'ingénierie. Commençons par ceci. Ce porte-avions est assemblé à partir de modules distincts appelés superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier, chacun pesant jusqu'à 1000 tonnes. Lorsque vous observez un tel bloc, vous comprenez qu'aucune grue ordinaire au monde ne pourrait le soulever. C'est pourquoi on utilise ici la plus grande grue de l'hémisphère occidental, que les ouvriers surnomment le Grand Bleu. Elle est capable de soulever une charge de 1500 tonnes aussi aisément que nous soulevons un verre d'eau. La construction de ce porte-avions peut se comparer à l'édification d'une zone industrielle entière, qui doit être à la fois robuste, mobile et totalement autonome. Le navire se compose de 100 000 tonnes d'acier blindé spécialement conçu, capable de résister à des contraintes statiques et dynamiques colossales. Chaque feuille de ce métal passait par un système de presse et un traitement thermique afin d'obtenir une structure moléculaire qui ne se fissure pas aux températures extrêmement basses des mers nordiques. Ce n'est pas de la construction au sens habituel du terme,
mais de l'ingénierie mécanique complexe, où le coût du projet atteint 13 milliards de dollars. Une telle somme s'explique non seulement par les volumes de métal, mais aussi par la concentration de haute technologie au mètre carré. À l'intérieur de la coque d'acier se trouvent des catapultes électromagnétiques et des installations nucléaires qui nécessitent une protection particulière. Ce prix colossal reflète le travail de dizaines de milliers de spécialistes qui, pendant 8 ans, ont assemblé cet ouvrage à partir de modules séparés, transformant des tonnes de matières premières en l'actif militaire le plus cher et le plus puissant au monde. Le processus de transformation de feuilles d'acier plates en contours courbes de la gigantesque coque du porte-avions commence dans l'atelier, où le métal est soumis à une pression extraordinaire. Ici, on travaille avec des plaques de blindage spéciales d'une épaisseur impressionnante, atteignant 20 cm dans les parties les plus vulnérables du navire. Il ne s'agit pas d'un simple métal, mais d'un alliage à limite d'élasticité extrêmement élevée, conçu pour que la coque ne se déchire pas sous le puissant choc hydrodynamique en cas d'impact de torpille. Travailler un tel matériau exige un équipement qui constitue en soi une prouesse d'ingénierie. Les plaques d'acier passent d'abord par des installations de découpe plasma et laser. Ce sont d'immenses tables, où des découpeurs informatisés détaillent avec une précision chirurgicale les éléments du futur blindage. La température au point de découpe est si élevée que l'acier se vaporise instantanément, laissant un bord parfaitement net. Mais la vraie difficulté commence lorsqu'il faut donner à ce blindage épais la courbure voulue. On utilise alors des rouleaux hydrauliques géants, 3 ou 4 cylindres d'acier massif qui tournent sous le contrôle de pompes ultra puissantes. Lorsqu'une telle plaque de plusieurs dizaines de tonnes entre dans les rouleaux, l'atelier se remplit d'un grondement sourd. Le métal résiste, mais une pression de milliers de tonnes le contraint à plier. Les ingénieurs contrôlent en permanence le rayon de courbure à l'aide de gabarits laser. Chaque plaque doit correspondre exactement au modèle tridimensionnel de la coque, car même un écart de 3 mm rendrait impossible un assemblage parfait avec les autres modules. Si le blindage est mal cintré, sa tension interne peut devenir un point critique lors d'une tempête ou d'un engagement au combat. Cela est particulièrement important pour la partie inférieure du navire, où le double fond doit être parfaitement étanche et capable d'absorber l'énergie d'une explosion sous-marine. Après le cintrage, chaque pièce subit un contrôle par ultrasons pour détecter les micro-fissures susceptibles d'être apparues lors de la déformation. C'est un processus épuisant et lent, où l'on ne parvient à traiter que quelques plaques par équipe, mais c'est précisément avec ces morceaux d'acier parfaitement courbés que se construit le blindage monolithique qui protégera le cœur nucléaire du porte-avions pendant les 50 prochaines années. La construction du porte-avions Gerald Ford diffère radicalement de la construction navale classique du siècle dernier. Ce navire n'est pas assemblé plaque après plaque ou tôle après tôle, directement en cale sèche. Les ingénieurs utilisent plutôt une stratégie d'assemblage modulaire, qui rappelle davantage la création d'un jeu de construction gigantesque pour Titan. Toute la coque est divisée en sections fonctionnelles distinctes que l'on appelle à l'usine des superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier dont chacun peut atteindre la hauteur de 3 ou 4 étages. Le poids d'un seul de ces modules varie entre 900 et 1000 tonnes. Concrètement, les ouvriers construisent des sections entières de la ville, avec toutes leurs cloisons intérieures, leurs tronçons de tuyauterie et leurs chemins de câbles, dans des ateliers fermés, où le métal n'est exposé ni au vent ni à la pluie. Cela permet d'atteindre une qualité de soudure et d'assemblage qui serait impossible en plein air. Quand le superbloc suivant est prêt, commence la phase la plus délicate de l'opération. Entre alors en scène le chef technique de ce chantier naval, une grue géante officiellement baptisée le Grand Bleu. C'est une structure colossale qui domine tout le littoral de Virginie. Sa capacité de levage atteint 1500 tonnes,
ce qui en fait l'une des grues les plus puissantes de la planète. Lorsque cet engin soulève une montagne d'acier d'1 million de kilogrammes, on a l'impression que les lois de la gravité ont momentanément cessé de s'appliquer. Le cube d'acier se détache lentement du sol et glisse au-dessus de la partie sèche du dock, masquant le ciel. C'est le moment de tension maximale pour toute l'équipe, car sous la grue se trouvent des centaines de personnes et une partie déjà assemblée de la coque dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus incroyable dans ce processus, c'est la précision. Bien que la grue soutienne une charge équivalente au poids de 3 gros avions de ligne, elle doit déposer ce bloc sur la coque avec une précision millimétrique. Les ingénieurs utilisent des systèmes de guidage laser et des capteurs numériques pour contrôler chaque micron de mouvement. 1000 tonnes d'acier doivent se poser parfaitement en place pour que les bords de soudure s'alignent sans le moindre espace. Si le bloc se décale ne serait-ce que d'1 centimètre, cela déclenchera une réaction en chaîne d'erreur sur l'ensemble de la coque. Et les modules suivants ne pourront tout simplement pas s'emboîter. Les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de la cale, à l'aide de talkies-walkies et de gestes, corrigent les mouvements du grutier jusqu'à ce que l'acier touche l'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous savez, d'habitude, je vais observer des choses qu'on peut toucher sans risquer d'y rester collé par la joue. Mais aujourd'hui, j'ai quelque peu surestimé mes ambitions. Nous sommes dans un chantier naval où l'on construit la coque d'un brise-glace nucléaire. Et oui, c'est exactement ce type de navire qui ne contourne pas la glace, mais la traverse comme un couteau dans du beurre. Devant moi se dresse un squelette d'acier gigantesque qui bientôt opérera dans des conditions où la température descend en dessous de -50 degrés Celsius et où la pression de la glace peut broyer la coque avec une force difficile même à imaginer. Ce qui m'a frappé en premier ici, ce n'est pas la taille, bien que la longueur du futur navire dépasse 150 mètres et que l'épaisseur de certaines tôles de coque atteigne plusieurs centimètres. Ce qui impressionne, c'est justement l'approche de l'acier. Ce n'est pas du métal ordinaire sorti d'un laminoir. On utilise ici des nuances d'acier spéciales qui conservent leur plasticité même par grand froid. Si l'acier ordinaire devient cassant au froid, celui-ci, au contraire, doit résister au choc des champs de glace sans se fissurer. Les ingénieurs me l'expliquent simplement. La coque doit pouvoir légèrement jouer. Sinon, elle ne survivra tout simplement pas à l'Arctique. D'énormes tôles d'acier arrivent ici après un premier traitement. Chacune pèse des dizaines de tonnes. Et lorsque la grue la soulève, on a l'impression qu'il s'agit d'un morceau d'immeuble qu'on aurait décidé de déplacer par hasard. Mais la forme du brise-glace n'apparaît pas d'un coup. Ces tôles passent d'abord par des rouleaux géants qui les cintrent lentement selon l'angle requis. Devant moi se dressent d'imposants cylindres d'acier, chacun aussi large qu'un tronc d'arbre respectable, disposés l'un au-dessus de l'autre. Entre eux, on introduit lentement une tôle d'acier plane, lourde, rigide, en apparence totalement inflexible. L'opérateur donne le signal et le mécanisme se met en marche. Les cylindres tournent à faible vitesse, mais avec une force colossale. La tôle s'engouffre progressivement à l'intérieur, et à un moment donné, on la voit commencer à se transformer. D'abord, une courbure à peine perceptible, puis le rayon s'accentue, et le métal n'est déjà plus plat. Il s'arrondit avec fluidité. Le son est particulier, une pression sourde, des grincements et de légers craquements, comme si le métal cédait à contre-cœur. Le processus n'est pas rapide. La tôle peut être laminée plusieurs fois, en modifiant la position des cylindres, jusqu'à obtenir l'angle ou la courbure exacte. Et soudain, ce n'est plus un simple morceau d'acier qui se trouve devant vous, mais un élément de la future coque, épousant parfaitement sa forme.
Je me tiens à proximité et j'entends le métal littéralement gémir sous la charge. Un son comme si vous pressiez quelque chose de très obstiné, qui cède à contre-cœur. Vient ensuite l'assemblage des sections. Et là, tout ressemble à un gigantesque jeu de construction, sauf que chaque pièce pèse le poids d'une petite locomotive. Les blocs individuels de la coque sont assemblés dans l'atelier. Il peut s'agir de sections de 20, voire 30 mètres de long. Chacune contient déjà une partie des cloisons internes, des chemins de câbles, et même les fondations des futurs ponts. Ensuite, ces blocs sont transportés vers la cale et assemblés. J'entre dans l'atelier, et là se dressent déjà des sections de coque terminées. Ce ne sont pas de simples tôles, ce sont des morceaux entiers du futur navire, longs de 20, parfois même 30 mètres. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on devine déjà la vie, cloisons, passages, ouvertures pour les câbles, emplacements où passeront bientôt tuyaux et systèmes. Autrement dit, la coque ne se construit pas de zéro en un seul lieu. Elle s'assemble par morceaux, comme un puzzle, mais très lourd et très chaud à fabriquer. Puis viennent les grues. La section est soulevée dans les airs lentement, sans mouvement brusque, et transportée vers la cale de construction. Là, elle est délicatement descendue et ajustée aux parties déjà installées. Et c'est à ce moment précis que vous voyez littéralement les pièces détachées commencer à former un tout cohérent, le futur brise-glace. La soudure, c'est une autre histoire. Impossible de simplement faire un cordon et partir prendre un café. Chaque assemblage passe par un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord, le soudeur réalise le cordon principal, puis celui-ci est vérifié aux ultrasons pour s'assurer qu'il n'y a ni cavité ni fissures à l'intérieur. Si quelque chose cloche, on découpe et on recommence. J'ai vu un cordon refait 3 fois, et personne ne s'énervait. Ici, c'est la pratique normale, car le prix de l'erreur est bien trop élevé. La forme de la coque mérite qu'on s'y attarde. Un brise-glace n'a pas simplement une proue robuste. Celle-ci est spécialement conçue pour grimper sur la glace et la briser par son propre poids. Pour cela, la partie avant présente une inclinaison caractéristique et elle est renforcée par des couches d'acier supplémentaires. À certains endroits, l'épaisseur de la structure est multipliée par plusieurs facteurs. Et à l'intérieur, on ajoute des raidisseurs qui répartissent la charge sur toute la longueur du navire. Pendant que je me promène ici, tout bouge en permanence autour de moi. Grues, plateformes, ouvriers casqués qui ont l'air de vivre une journée ordinaire. Pourtant, il faut bien l'avouer, quand une section de coque de plusieurs dizaines de tonnes vous survole, on révise quelque peu sa notion d'ordinaire. L'un des ingénieurs plaisante en disant que le plus terrible ici, ce n'est ni le froid ni le métal, mais si quelqu'un oublie son déjeuner dans l'atelier, le retrouver dans cette immensité relève de l'impossible. Lorsque toutes les sections sont assemblées, la coque commence à prendre forme. Sa longueur se fait physiquement sentir. Vous longez le flanc et vous vous surprenez à penser que c'est comme longer un immeuble de plusieurs étages, mais à l'horizontale. La hauteur du bordé impressionne aussi. Plusieurs niveaux qui deviendront bientôt des ponts, des salles des machines et des quartiers d'équipage. Vient ensuite le traitement de surface. Le métal est nettoyé, recouvert de revêtements anti-corrosion, puis peint avec des compositions spéciales qui réduisent la friction avec l'eau et protègent la coque du sel et de la glace. On dirait de la cosmétique pour géants, mais en réalité, c'est de cela que dépend le nombre d'années durant lesquelles le navire pourra fonctionner sans réparation majeure. Et me voilà, au terme de cette visite, face à cette coque, et je me dis « Ce n'est pas encore un navire achevé. Il n'y a ni réacteur, ni hélice, ni système de commande. Mais dès maintenant, l'essentiel est visible. C'est une structure conçue pour affronter les éléments, où chaque millimètre de métal a sa raison d'être. Et lorsqu'il prendra la mer, il ne se contentera pas de naviguer. Il tracera une route là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Les brise-glaces nucléaires modernes sont capables de fracturer de la glace jusqu'à 2,80 m d'épaisseur en mouvement. Et les nouveaux projets
jusqu'à 4,5 mètres. Quant à la puissance, c'est un chapitre à part. Ces navires disposent de moteurs développant des dizaines de milliers de chevaux. Par exemple, les brise-glaces lourds peuvent dépasser 75 000 chevaux vapeur. Et sans cette puissance, ils ne parviendraient tout simplement pas à briser la glace. Je vais encore flâner un peu ici, écouter ce grincement du métal, observer comment naissent ces machines extraordinaires. Puis, je partirai préparer votre prochaine escapade. Car après une telle expérience, l'envie est irrésistible de découvrir quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi complexe et d'un peu fou. Et il me semble que j'ai déjà quelques idées en tête. Aujourd'hui, nous visitons l'usine où l'on forge les véritables colonnes vertébrales d'acier des géants des mers. Derrière moi repose une pièce colossale qui se transformera bientôt en arbre d'hélice pour un brise-glace ultra moderne. Écoutez bien ce chiffre, 300 tonnes. C'est le poids de 75 éléphants adultes si l'on décidait soudain de les peser ensemble. Et il ne s'agit pas d'un simple bloc de métal, mais d'une pièce destinée à tourner dans l'océan avec une précision d'horloger. Chaque centimètre de ce géant est le fruit d'un travail titanesque, où le métal se plie à la volonté de l'homme. Tout commence par un énorme lingot d'acier. Pour vous donner une idée de l'échelle, ce lingot pèse environ 450 tonnes. Pourquoi autant alors qu'au final il n'en faut que 300 ? Parce qu'au cours du processus, nous allons retrancher tout le superflu, comme des sculpteurs. Ce bloc d'acier doit d'abord être chauffé. Le four, de la taille d'un garage pour 2 voitures, est tapissé à l'intérieur de briques réfractaires spéciales. D'énormes brûleurs à gaz rugissent si fort que le sol vibre sous les pieds. Le lingot y entre sur une plateforme spéciale, poussée par de puissants vérins. Là, la température monte lentement jusqu'à 1200 degrés. Ce n'est pas simplement une chaleur intense, c'est un état où l'air autour du four se met à trembler et à onduler. L'acier passe des dizaines d'heures dans ce brasier, jusqu'à ce que la chaleur le pénètre de part en part, jusqu'au cœur même. Lorsque les portes du four s'ouvrent enfin, une vague de lumière en jaillit, si intense qu'on a envie de fermer les yeux. L'acier devient orange vif, il rayonne littéralement de l'intérieur. Maintenant, elle devient malléable, bien que le mot « malléable » sonne étrangement ici. Car cette masse incandescente pèse encore autant qu'une petite maison de briques. Le métal n'est plus aussi dur que la pierre. Il évoque plutôt une pâte à modeler très épaisse et incroyablement lourde, qui n'attend que le coup de presse. Ensuite commence le grand spectacle, le forgeage. Oubliez le forgeron et son marteau. Ici, c'est une presse hydraulique qui travaille, comprimant le métal brûlant avec une force de 16 000 tonnes. Une pression capable d'aplatir n'importe quoi. Mais notre objectif est d'étirer le lingot en une longue tige fine. Fine, j'exagère bien sûr, car son diamètre dépasse le mètre. La presse frappe l'acier, transformant l'ébauche épaisse en un long arbre. Cela prend des dizaines d'heures. Le métal est constamment réchauffé pour qu'il ne devienne pas cassant. Dans l'atelier règne une chaleur telle qu'on se croirait au seuil de l'enfer. Mais les ouvriers restent sereins. Ils ont l'habitude de dompter ce métal chaque jour. Une fois la forme obtenue, vient le moment du traitement thermique. C'est une étape cruciale. Si l'acier refroidit trop vite, il se fissure simplement sous l'effet de la tension interne. L'arbre est placé dans une chambre spéciale où il refroidit lentement pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Ensuite, on le chauffe à nouveau à des températures précises, puis on le refroidit une fois de plus. Cette opération permet d'affiner la structure du métal et de le rendre extrêmement résistant.
Un brise-glace n'est pas un bateau de plaisance. Il doit fendre des glaces de 3 mètres d'épaisseur. Son arbre subit des contraintes colossales lorsque l'hélice percute les blocs de glace. La moindre micro-fissure, et c'est la catastrophe. Une fois l'acier apaisé, commence l'étape de l'usinage mécanique. C'est mon étape préférée. L'arbre est installé sur un tour. Ce tour mesure 40 mètres de long. Il fait tourner cette masse de 300 tonnes pendant qu'un énorme outil de coupe enlève les copeaux. Ces copeaux ont l'épaisseur d'un doigt et sont brûlants comme de la braise. C'est là qu'on atteint les dimensions finales. Une erreur d'1 millimètre signifie qu'il faut renvoyer l'arbre à la refonte, soit des millions d'euros et des mois de travail perdus. Une question à part concerne le perçage intérieur de l'arbre. En effet, il n'est pas plein. On fore un trou sur toute sa longueur qui peut atteindre 25 mètres. Cela permet d'alléger l'ensemble et d'installer le système de commande des pales de l'hélice. Le perçage d'un tel trou constitue une véritable épreuve pour les ingénieurs. Il faut des forets spéciaux d'une longueur considérable et une alimentation constante en huile sous pression pour évacuer les copeaux et refroidir l'outil. La moindre déviation du foret et la pièce est fichue. Mais nos gars accomplissent cela avec une telle assurance qu'on croirait qu'ils percent un simple trou dans une palissade. Une fois l'arbre tourné et brillant comme un miroir, il part pour le meulage et le polissage. La surface doit être parfaitement lisse, notamment aux endroits où les roulements maintiennent l'arbre. La moindre rugosité entraînera une surchauffe en navigation. Et vous comprenez bien qu'au milieu de l'Arctique, impossible de passer au garage. Le contrôle qualité devient alors un véritable rituel. On utilise les ultrasons pour ausculter le métal de part en part, comme une radiographie. On recherche le moindre vide, la moindre inclusion. Si tout est impeccable, l'arbre reçoit son passeport et se prépare pour le voyage vers le port. Ce qui fascine aussi, c'est le temps nécessaire à la fabrication d'un tel cœur de navire. Entre la première étincelle dans le four et le moment où l'arbre est chargé sur la plateforme, il s'écoule de 4 à 6 mois de travail ininterrompu en 3-8. Et au cours de l'usinage mécanique, les machines enlèvent près de 150 tonnes de copeaux. Autrement dit, un tiers de la masse initiale du lingot se transforme en poussière métallique et en copeaux en spirale, qui repartent ensuite à la refonte. Transporter un tel monstre relève de l'aventure. Impossible de le glisser dans un camion ordinaire. On utilise des plateformes spéciales multi-essieux qui avancent à la vitesse d'un piéton. Chaque roue peut pivoter indépendamment pour négocier les virages. Il faut souvent démonter des panneaux routiers, voire soulever des lignes électriques. Mais lorsque cette colonne vertébrale d'acier se retrouve enfin dans la coque du navire, on comprend pourquoi tant d'efforts ont été déployés. Mais combien en existe-t-il réellement dans le monde ? En vérité, il s'agit d'un produit artisanal, presque joaillier, malgré un poids de plusieurs centaines de tonnes. Chaque année, à travers le monde, on ne fabrique que quelques dizaines de ces arbres géants. Car ils ne sont nécessaires qu'aux véritables titans, les brise-glaces nucléaires de nouvelle génération, les pétroliers géants, ou les porte-conteneurs capables de transporter des milliers de caisses de marchandises en un seul voyage. Chaque commande de ce type constitue un événement pour l'industrie. Qui ose se lancer dans un tel travail ? Les lieux capables de le faire se comptent sur les doigts d'une main. Ce sont des usines géantes en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne. On y trouve de véritables clusters industriels, où un atelier coule l'acier, un autre le forge, et un troisième s'occupe de cet usinage de précision chirurgicale. Par exemple, des entreprises comme Mitsubishi ou Hyundai possèdent des machines capables de tourner des pièces longues comme un petit terrain de football. C'est la ligue d'élite de la construction mécanique, dont l'accès reste fermé à quiconque ne possède pas une centaine d'années d'expérience.
Mais où vont-ils? Les principaux acheteurs aujourd'hui sont les chantiers navals, qui construisent des navires pour l'Arctique et l'Antarctique. À mesure que les glaces deviennent de plus en plus accessibles au commerce, la demande en brise-glace puissant augmente. Chaque nouveau navire nécessite au moins un arbre, et souvent 2 ou 3. Ils deviennent partie intégrante d'un système complexe qui transmet l'énergie du moteur vers l'hélice, permettant au navire de littéralement repousser les champs de glace. Sans ce pilier d'acier, même le réacteur nucléaire le plus puissant ne serait qu'un simple radiateur géant à l'intérieur d'une boîte métallique. J'espère que cette visite de l'usine vous a plu autant qu'à moi. C'était bruyant, c'était chaud, mais incroyablement fascinant, n'est-ce pas? « 30 000 tonnes d'acier, 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal, c'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe? Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches où l'on assemble les navires et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%. La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique,
la soudure par friction-malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles. Vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier, réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes. $1 milliard,
300 millions de mètres de câbles Internet sous-marins reposent déjà au fond de nos océans. Et chaque année, ce réseau s'étend. Tout ça pour que nous puissions envoyer un message, regarder une vidéo ou passer un appel à travers les continents. Plus de 95% de tout le trafic Internet intercontinental transite par eux chaque jour. Plongés dans les abysses, ils franchissent des dorsales volcaniques, affrontent les requins, les navires et même la géopolitique. Comment crée-t-on ces infrastructures titanesques? Qui conçoit leur tracé? Comment les déploie-t-on au fond des mers, à des profondeurs de plus de 8000 mètres? Et que se passe-t-il lorsqu'un câble est endommagé? Pour que l'Internet traverse les océans, il faut un câble capable de résister à la pression, à l'eau salée, à la faune marine et à des décennies de service sans réparation. Tout commence par l'âme centrale, un conducteur en cuivre ou en aluminium, par lequel passera le signal principal. De grands lingots de métal purifiés sont fondus et passés dans des tréfileuses, des machines qui étirent le matériau à plusieurs reprises, à travers des filières de plus en plus étroites, réduisant son diamètre à quelques millimètres. À ce stade, on obtient une section parfaitement circulaire, exempte de la moindre micro-fissure ou poche d'air. Après le tréfilage, le fil subit un traitement thermique. On le chauffe à une température précise pour éliminer les tensions internes et le rendre plus flexible. Ensuite, il est nettoyé de ses oxydes, souvent par un procédé chimique ou à l'aide de rouleaux abrasifs. À la sortie, on a une âme brillante, lisse, presque parfaite. Elle est contrôlée automatiquement. Diamètre, résistance, flexibilité et pureté de la surface. Cette âme doit pouvoir supporter des kilomètres de courbure et fonctionner sans défaillance, même à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. Selon le type de câble, l'âme est soit un conducteur unique et massif, soit un tauron de plusieurs fils plus fins, ce qui augmente sa flexibilité et sa résistance à la rupture. Une fois le conducteur en cuivre ou en aluminium prêt, il est immédiatement envoyé sur une ligne d'extrusion, une longue machine aux allures de tunnel. À l'intérieur, du polyéthylène chauffé à 250 degrés fond jusqu'à devenir une crème épaisse et visqueuse. Le conducteur avance sur le convoyeur et entre dans la tête de l'extrudeuse, où le polymère fondu enrobe le métal avec précision et uniformité, comme une seconde peau. Ici, chaque milliseconde compte. Trop lentement, et des coulures se forment. Trop vite, et le polyéthylène n'a pas le temps d'adhérer. Immédiatement après, le câble plonge dans un bain d'eau de refroidissement, où la couche de polyéthylène durcit rapidement, épousant étroitement le conducteur. Toute la surface doit être lisse, sans la moindre bulle ni fissure. C'est la première ligne de défense contre l'humidité. Après refroidissement, c'est l'heure du contrôle. Des lasers mesurent l'épaisseur de l'isolant et des caméras inspectent la surface. Si quelque chose cloche, le câble est coupé et recyclé. L'étape suivante est l'application d'un gel hydrophobe qui joue le rôle d'un bouclier invisible. Ce composé dense et visqueux remplit toutes les cavités à l'intérieur du câble, enveloppe la fibre optique et crée une barrière interne contre l'humidité. Dans une chambre spéciale, le câble passe à travers un système de buses ou de têtes rotatives qui injectent uniformément le gel sur la partie centrale et dans l'espace entre les fibres. Le gel ressemble à une graisse transparente. Il ne sèche pas, ne gèle pas et ne se dissout pas dans l'eau, même à 8000 mètres de profondeur sous la pression de centaines d'atmosphères. Sa principale propriété est de repousser l'eau.
Si jamais la gaine du câble venait à être endommagée, le gel se répandrait instantanément et empêcherait l'humidité de pénétrer à l'intérieur, l'empêchant d'atteindre les fibres sensibles. À ce stade, il est aussi crucial que la quantité de gel ne soit ni excessive, ce qui compliquerait la pose des couches suivantes, ni insuffisante, ce qui diminuerait l'efficacité de la protection. Des ordinateurs régulent le dosage avec précision et des opérateurs vérifient visuellement le remplissage et l'homogénéité. Après l'application, un bref refroidissement et une stabilisation. Le câble est maintenant prêt à accueillir son cœur optique, les fibres qui transmettront la lumière d'un continent à l'autre. Ces fibres, généralement entre 4 et 12, sont d'abord groupées en modules. Chaque module est une capsule flexible contenant plusieurs fibres, offrant une protection supplémentaire. Les modules sont très soigneusement disposés en hélice autour de l'âme centrale. Cette configuration permet aux fibres de fléchir sans subir de tension, surtout lors de l'enroulement et de la pose du câble en mer. Pour que les fibres restent en place, elles sont calées dans le lit de gel qui a été appliqué précédemment. Il n'y a aucune colle, juste un contact étroit et une structure flexible. Il est essentiel qu'aucune fibre ne se croise, ne se brise ou ne se déplace. C'est un travail d'orfèvre, bien que réalisé sur une chaîne de montage. Ensuite, on vérifie la continuité de chaque fibre. On y envoie une impulsion laser. La moindre micro-fissure ou courbure provoquerait une défaillance et la fibre ne passerait pas le contrôle. Si tout est bon, la structure passe à l'étape suivante, l'isolation et le blindage supplémentaire. D'abord, une couche de polymère supplémentaire est appliquée sur la structure des fibres optiques, souvent du polyéthylène haute densité ou un autre matériau flexible et imperméable. Elle protège contre les dommages mécaniques, le frottement et l'humidité. Cela se passe à nouveau dans une extrudeuse, similaire à celle où la première couche d'isolant a été appliquée. Le câble traverse le polymère fondu et plonge immédiatement dans un bain de refroidissement. Après refroidissement, le câble entre dans la section de blindage par fils d'acier. Des machines déposent uniformément des fils ou des rubans d'acier en hélice autour de lames déjà isolées. Dans les zones peu profondes, ce blindage est plus épais pour protéger contre les ancres, les filets de pêche et les morsures de requins. En grande profondeur, le blindage est plus fin, voire absent. Après le blindage, une autre gaine extérieure en polymère peut être ajoutée pour sceller l'ensemble de la structure. Les opérateurs inspectent attentivement la surface du câble. L'épaisseur est-elle uniforme? Y a-t-il des éraflures, des bavures, des fissures ou des défauts dans le blindage? Ensuite viennent les tests automatisés. Des lasers scannent l'épaisseur, des caméras enregistrent chaque millimètre. On envoie à nouveau des impulsions lumineuses à travers les fibres. Le signal doit passer sans retard, ni perte. Si un défaut est détecté à ce stade, on le découpe et les deux extrémités sont raccordées selon une technologie spéciale, créant une jonction parfaitement étanche. Après vérification, le câble arrive à la section de marquage. Ici, sur la gaine extérieure, on imprime les informations sur le lot, la date de production, le type de câble et sa destination. Souvent, tous les quelques mètres, pour qu'il soit facile d'identifier le câble même lors de sa pose au fond de la mer. Et enfin, l'enroulement sur les tourets. Ce sont de gigantesques bobines, pouvant atteindre 4 ou 5 mètres de diamètre, capables de contenir jusqu'à 2500 mètres de câble. Chaque spire doit être parfaitement alignée, sans torsion et avec une tension uniforme. Des systèmes automatiques régulent la vitesse et la force de tension, tandis que les opérateurs supervisent chaque étape. Si le câble est destiné à être posé en mer, les tourets sont immédiatement envoyés sur des navires câbliers, où ils sont installés sur le pont. Sinon, ils sont stockés dans des entrepôts spéciaux
avec contrôle de l'humidité, car même une corrosion mineure pourrait être fatale.